Mesdames, messieurs, bonsoir. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une phrase de consolation pour ceux qui n'en ont pas, diront les cyniques. Mais ce soir, nous allons voir que l'argent, ou plutôt la soif d'argent, peut faire bien pire que de ne pas apporter le bonheur. Il peut détruire des vies. Il peut aveugler les hommes les plus rationnels. Il peut transformer le sang qui coule dans nos veines en venin. L'histoire de ce soir est une fable moderne, une tragédie grecque qui se joue non pas dans un palais antique, mais dans les beaux quartiers de Paris, derrière les lourdes portes en chêne d'un appartement haussmannien. C'est l'histoire d'un piège. Un piège tendu non pas par un criminel, mais par une mère. Une mère qui, depuis la tombe, a décidé de donner une dernière leçon à ses enfants. Une leçon sur le droit sur la cupidité et sur ce concept juridique terrible et méconnu que l'on appelle l'acceptation tacite. Installez-vous, fermez les portes et demandez-vous jusqu'où iriez-vous pour récupérer ce que vous croyez vous appartenir. Tout commence dans le vacarme. Il est 3 heures du matin, avenue Foch, l'une des avenues les plus prestigieuses de Paris. La nuit est calme, ou du moins elle l'était. Soudain, les gyrophares bleus déchirent l'obscurité. Les sirènes hurlent. 3 voitures de police pilent devant un immeuble de pierre de taille. Des hommes en uniforme armé se précipitent vers le digicode, brisent la porte d'entrée et montent les escaliers 4 à 4. Au 3e étage, la porte de l'appartement de Madame Madeleine est enfoncée à coups de bélier. Police, ne bougez plus! À l'intérieur, c'est la sidération. 3 personnes sont là figées comme des statues de sel. Il y a Luc l'aîné, un homme de 50 ans, transpirant, tenant encore à la main un chalumeau éteint. Il y a Sophie, sa sœur, couverte de poussière de plâtre, et Marc, le cadet, qui tremble de tous ses membres. Ils sont arrêtés en flagrant délit. Luc est plaqué au sol, menotté, le visage écrasé contre le tapis persan hors de prix qu'il convoitait tant. Luc hurle rouge de rage. « Mais vous êtes fous! Lâchez-moi! Je suis chez moi! C'est l'appartement de ma mère. Elle est morte la semaine dernière. Je suis son fils, je suis son héritier. On a le droit d'être là, c'est mon argent. » Un officier de police judiciaire, calme et impassible, le relève et le regarde droit dans les yeux. « Non, monsieur. Juridiquement, vous n'êtes pas chez vous. L'appartement est sous scellé. Vous êtes ici par effraction. Et en forçant ce coffre-fort illégalement en pleine nuit, vous venez de commettre bien plus qu'une violation de domicile. » Luc se débat. « Je ne vole rien. On ne peut pas voler ses propres parents, c'est le code pénal. » L'officier sourit un sourire sans joie. « Vous avez raison sur un point, monsieur. L'immunité familiale existe pour le vol. Mais là, vous venez de faire quelque chose de pire pour vous. En touchant à ce coffre, en vous comportant comme le propriétaire avant l'heure, vous venez d'accepter la succession, purement et simplement, avec tout ce qu'elle contient. » Luc ne comprend pas encore. Il ne sait pas que le cliquetis des menottes à ses poignets n'est rien comparé aux chaînes invisibles de la dette qui viennent de se refermer sur lui pour l'éternité. Pour comprendre comment cette nuit de folie est arrivée, il faut remonter le temps. Il faut revenir 2 semaines en arrière, au jour de l'enterrement de Madeleine. Madeleine était une femme particulière. Veuve d'un riche industriel, elle avait passé les 60 premières années de sa vie à être une épouse modèle, économe, discrète. Mais à la mort de son mari, il y a 10 ans, quelque chose avait changé. Une frénésie de vie s'était emparée d'elle. Elle voulait voir le monde, elle voulait dépenser, elle voulait brûler la chandelle par les 2 bouts. Ses enfants. Luc, Sophie et Marc voyaient cette métamorphose d'un très mauvais œil. Pour eux, le patrimoine de leurs parents était sacré. C'était leur futur héritage. Chaque voyage de Madeleine aux Maldives, chaque bijou acheté place Vendôme, chaque croisière de luxe était vécue par les enfants comme un vol. Ils calculaient, ils s'inquiétaient. « Elle est en train de dilapider notre argent », disait-il lors de dîners complotistes. Ils avaient tout essayé, la mise sous tutelle, les menaces, la culpabilisation. Mais Madeleine, avec son caractère d'acier trempé, les avait envoyés promener. Puis la maladie l'avait emporté brutalement. Après les obsèques, une cérémonie glaciale
où les larmes étaient rares et les regards calculateurs, la fratrie, s'étaient réunis dans le cabinet de Maître Renard. Maître Renard est un vieux notaire parisien, un homme qui connaît les secrets des familles, un homme qui a vu plus de haine naître autour d'un testament que dans n'importe quelle guerre civile. Il les avait reçus dans son bureau feutré, sentant le cuir et le vieux papier. Il avait ajusté ses lunettes et les avait regardés l'un après l'autre. « Mesdames, messieurs, avait-il commencé de sa voix grave, je dois vous mettre en garde. La situation financière de votre mère ces dernières années était complexe, opaque même. » Luc, impatient, l'avait coupé. « On s'en fiche des détails, maître. On veut savoir combien. Il y a l'appartement, avenue Foch, estimé à 3 millions. Il y a les comptes titres, il y a les bijoux. » Maître Renard avait levé une main prudente. « C'est là que le bas blesse. Je n'ai pas encore l'état passif complet. Je vois des mouvements de fonds importants, des hypothèques. Je vous conseille vivement, très vivement, d'opter pour l'option successorale sous bénéfice d'inventaire ou, comme on dit aujourd'hui, l'acceptation à concurrence de l'actif net. Expliquons ce terme juridique, car il est la clé de notre histoire. Quand on hérite, on a 3 choix. Accepter purement et simplement, on prend tout l'argent et les dettes. Renoncer, on ne prend rien, ni argent, ni dette. Accepter à concurrence de l'actif net, on demande un inventaire. Si les dettes sont supérieures à l'héritage, on ne paie pas les dettes sur ses propres deniers. On est protégé. C'est la prudence même, avait insisté le notaire. Cela prendra quelques mois pour faire l'inventaire, mais vous serez sécurisé. Luc et ses frères et sœurs étaient ressortis du cabinet furieux. Quelques mois, avait éructé Sophie sur le trottoir. Tu as entendu, il veut bloquer l'argent pendant des mois et le fisc. Si on déclare tout officiellement, l'État va nous prendre 45% en droit de succession. C'est là que la cupidité, ce conseiller perfide, a pris le dessus. Luc a réuni sa fratrie dans un café. Il a baissé la voix. « Écoutez, on sait que maman avait un coffre-fort caché derrière le tableau de la chambre. Papa y mettait ses lingots et ses espèces. Le notaire ne sait pas qu'il existe. Si on attend l'inventaire, l'huissier va le trouver l'ouvrir et on devra payer des impôts dessus. Le plan germe dans leurs esprits malades de convoitise. On y va cette nuit, décide Luc. On entre, on vide le coffre. On partage le cash et l'or. Et ensuite, demain, on appelle le notaire pour dire qu'on accepte l'inventaire pour le reste. Ni vu, ni connu. Il pensait être malin. Il pensait doubler l'État, doubler le notaire et doubler la mémoire de leur mère. Ils ignoraient qu'ils se jetaient tête baissée dans la gueule du loup. Nous voici donc revenus à cette nuit fatidique. L'appartement est plongé dans le noir. Les volets sont clos. Une odeur de renfermé flotte dans l'air, mélange de parfums fanés et de poussière. C'est l'odeur de l'absence. Luc, Sophie et Marc sont entrés avec les clés qu'ils avaient gardées. Ils se sentent comme des voleurs, le cœur battant, la sueur coulant dans le dos. Ils se dirigent vers la grande chambre. Luc décroche le tableau, une marine du 19e siècle. Derrière le coffre-fort, un vieux modèle fiché-bauche réputé inviolable. « Tu as le code ?» demande Marc, la voix tremblante. « Non, évidemment, » répond Luc. « Mais j'ai mieux. » Il sort de son sac un équipement lourd, une disqueuse thermique et un petit chalumeau. Le bruit de la disqueuse est assourdissant dans le silence de l'immeuble bourgeois. Zzzz. Les étincelles jaillissent, illuminant la pièce d'éclairs oranges. L'acier chauffe. L'odeur de métal brûlé prend à la gorge. Ils sont fébriles. Ils imaginent déjà ce qu'il y a dedans. Des liasses de billets violets, des lingots d'or, les diamants de la grand-mère. Dans leur tête, ils dépensent déjà cet argent. Luc voit sa nouvelle Porsche. Sophie voit sa résidence secondaire en Normandie. Ce qu'ils ignorent, c'est que Madeleine, dans sa paranoïa ou sa prévoyance, de fin de vie avait fait installer un système de sécurité de très haute technologie. Pas une alarme qui hurle pour faire fuir les voleurs. Non, une alarme silencieuse. Des capteurs sismiques installés dans le mur du coffre. Dès que la disqueuse a touché le métal, un signal a été envoyé directement au commissariat du 16e arrondissement
et à la société de sécurité privée. Pendant qu'il s'acharne sur la porte d'acier, la police est déjà en route. Le piège se referme. Après 1 heure d'effort dans une chaleur étouffante, la porte du coffre cède enfin avec un grincement lugubre. « Ça y est », s'écrie Luc. « Apportez les sacs. » Il tire la lourde porte. Sophie éclaire l'intérieur avec sa lampe torche. Le faisceau lumineux balaie l'intérieur du coffre. Silence. Stupéfaction. Le coffre est vide. Pas un lingot, pas un billet, pas un bijou. Juste de la poussière et au milieu posée sur l'étagère métallique froide, une petite chose incongrue. Une clé USB, rouge, avec une petite étiquette accrochée dessus où il est écrit un seul mot, « Surprise ». Luc attrape la clé USB furieux. Il fouille le fond du coffre. Rien. C'est quoi ce délire? Hurle-t-il. Où est le fric? Marc, qui a apporté son ordinateur portable pour estimer les biens en direct, bafouille. Regarde ce qu'il y a dessus. Peut-être que c'est les codes des comptes en Suisse. Peut-être que c'est des bitcoins. L'espoir tenace et irrationnel renaît. Oui, c'est ça. Maman a modernisé son patrimoine. Des crypto-monnaies. Il branche la clé sur l'ordinateur posé sur la commode Louis XV. Un fichier vidéo. Il clique sur lecture. L'écran s'allume et le visage de Madeleine apparaît. Elle n'est pas dans son lit d'hôpital. Elle est resplendissante. Elle porte un grand chapeau de paille, des lunettes de soleil Dior et elle tient une coupe de champagne à la main. En arrière-plan, on voit la mer turquoise et le pont d'un yacht luxueux. Le vent fait voler ses cheveux blancs. « Bonjour mes chéris », commence-t-elle avec un sourire narquois. Sa voix résonne dans la chambre vide comme un fantôme joyeux. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis morte, mais surtout si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez forcé mon coffre-fort. Vous n'avez pas attendu l'inventaire du notaire, n'est-ce pas? Vous vouliez voler le fisc et me voler une dernière fois. Elle boit une gorgée de champagne. Je vous connais si bien. Luc, tu es trop arrogant. Sophie, tu es trop avare. Marc, tu es trop suiveur. Je savais que vous viendriez. Sur l'écran, Madeleine se penche vers la caméra, ôtant ses lunettes. Son regard est perçant. Alors voilà la vérité. Il n'y a plus d'argent. J'ai tout dépensé. Tout. J'ai hypothéqué l'appartement à 110% de sa valeur auprès d'une banque privée pour financer mes 3 dernières années de tour du monde. J'ai vendu les bijoux. J'ai vendu l'or. J'ai vécu comme une reine. Les enfants sont pétrifiés. Mais ce n'est pas le plus drôle, continue Madeleine. Le plus drôle, c'est la loi française. Je me suis bien renseignée auprès de Maître Renard. Il m'a expliqué le concept de recel successoral et d'immixtion. En forçant ce coffre en entrant ici comme des voleurs pour vous approprier ce que vous pensiez être des richesses, vous avez commis un acte de propriétaire. Vous avez accepté tacitement la succession. Vous ne pouvez plus renoncer. Vous ne pouvez plus demander le bénéfice d'inventaire. Elle éclate de rire, un rire qui glace le sang de Luc. L'héritage, mes enfants, c'est une dette. Une dette de 2 millions d'euros auprès de la Banque de Monaco, plus les intérêts. Et puisque vous avez ouvert ce coffre, cette dette est désormais la vôtre. Solidairement, sur vos propres biens. Vous allez payer ma fin de vie dorée avec vos petites économies bourgeoises. C'est mon dernier cadeau. Je vous embrasse. Adieu. L'écran devient noir. Luc reste bouche bée, fixant l'ordinateur. Il comprend. Il a fait des études de droit il y a longtemps. Il sait qu'elle a raison. L'article 778 du Code civil. Le recel successoral. En voulant dissimuler des biens même s'ils n'existent pas en agissant comme des propriétaires clandestins, ils sont réputés avoir accepté la succession purement et simplement sans pouvoir prétendre à aucun inventaire. Ils sont piégés. Ils sont ruinés. C'est à cet instant précis, comme une chute orchestrée par un dramaturge divin, que la porte d'entrée explose. Police. Nous revenons à la scène du début. Les policiers envahissent la pièce. Luc est plaqué au sol. Mais cette fois, nous comprenons toute l'ironie de la réplique de l'officier. « Vous n'avez pas volé, monsieur. Vous avez accepté. » L'épilogue de cette affaire est d'une tristesse absolue pour les enfants
et d'une ironie mordante pour les observateurs. Le procès n'a pas été pénal, mais civil. La Banque de Monaco s'est manifestée très vite. Maître Renard, fidèle à sa déontologie, n'a rien pu faire pour eux. Il leur a dit en remettant ses lunettes dans son bureau « Je vous avais prévenu ». L'option d'inventaire était la seule sécurité. En brisant les scellés de fait, en utilisant un chalumeau, vous avez posé un acte d'appropriation sans équivoque. Luc a dû vendre sa maison de campagne et sa voiture de sport. Sophie a vu ses comptes saisis. Marc est endetté pour 20 ans. Ils ont payé chaque centime des croisières, du champagne et des hôtels 5 étoiles de leur mère. L'appartement de l'avenue Foch a été saisi par la banque et vendu aux enchères. Ils n'ont rien touché. On raconte que lorsque l'appartement a été vidé, on a retrouvé dans un tiroir de la cuisine une simple carte postale, écrite de la main de Madeleine, postée depuis les Bahamas quelques mois avant sa mort. Elle disait simplement « L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Apprenez à vivre par vous-même. Mesdames, messieurs, cette histoire nous rappelle une règle fondamentale, vieille comme le droit romain. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais elle nous rappelle surtout que la cupidité est le plus sûr chemin vers la pauvreté. À vouloir trop gagner trop vite, sans respecter les règles ni les morts, Luc et ses frères ont tout perdu. Ils voulaient l'or du coffre. Ils ont eu le plomb de la dette. Je vous souhaite une bonne soirée et un conseil si un jour vous héritez, n'ouvrez jamais le coffre-fort avant d'avoir parlé à votre notaire.